Ensuite, la famille à laquelle appartient l'élément. Si vous voyez dans le tableau périodique, on a dans cette partie, bon là c'est un peu encombré, bon il n'y a pas de souci, on va faire ça. Cette partie, on les appelle, ces deux colonnes, c'est les alcalins. C'est les alcalins, et plus particulièrement la colonne 2, c'est les alcalino-terreux. Regardez, c'est écrit ici. Si vous téléchargez le tableau périodique en description de la première vidéo, vous allez trouver en orange, c'est alkali metals, c'est-à-dire les métaux alcalins. Et la deuxième colonne en jaune, on va dire, c'est alkaline earth metals, c'est-à-dire le groupe des métaux alcalino-terreux. Donc là, c'est les métaux, mais là, c'est les alcalins et là, c'est les alcalino-terreux. Ensuite, en rouge, entre la partie ça et cette partie, ça, c'est les éléments de transition qu'on appelle les métaux de transition. Là, voici, c'est en rouge. Transition metals. Ça. Et juste après les métaux de transition, on a une petite partie. Là, par exemple, l'aluminium. Je descends, germanium. Bon, germanium, voilà. L'antimoine. Bon, quoi d'autre? Le polonium, là. Ces éléments, même le bore, on peut le considérer aussi. Ces éléments sont des métalloïdes. C'est des éléments, le bore, l'aluminium, le germanium, tout ça, l'antimoine, c'est des métalloïdes. D'accord? Métalloïdes, donc même le silicium, silicone, c'est silicium, on peut les considérer comme l'arsenic aussi, on peut les considérer comme le tellurium, jusqu'à la stade, c'est des métalloïdes, c'est-à-dire qu'ils ressemblent aux métaux. C'est des éléments de post-transition qu'on appelle aussi les métalloïdes. Et enfin, cette partie, je ne sais pas si ça peut se voir, là, par exemple, le carbone, le phosphore, tout ça, ça englobe ça. Phosphore, sélénium, l'iode, là, c'est les non-métaux. Cette partie, c'est les non-métaux. C'est décrit là. Vous avez essayé d'identifier pour chaque partie. On peut aussi appeler la colonne des chlores-bromes, on l'appelle les halogènes. Juste avant, l'oxygène, le soufre, le sélénium, on les appelle les chalcogènes. Et la famille des pnictogènes. Ça, c'est des appellations. Donc voilà, je reviens ici. Vous voyez que c'est assez riche. Le tableau périodique, il comporte tous les éléments. Et chaque élément, il appartient à une famille. On a vu là, c'est le phosphore. Là, c'est un pnictogène. Le phosphore, c'est un pnictogène. D'accord. C'est un non-métal. Il n'est pas métallique. C'est pas un élément qu'on appelle aussi pnictogène. Là, l'élément, le calcium. Le calcium, c'est un alcalino-terreux. C'est un métal. C'est un alcalino-terreux. On considère comme étant un métal. C'est un métal. Quoi d'autre? Bon, là, c'est le gallium. Gallium, c'est un métalloïde. C'est un élément de post-transition. Métalloïde. Il tend vers un métal, comme le terme hydrogénoïde. Quoi d'autre? L'antimoine aussi, c'est un métalloïde. Et enfin, l'iode, c'est un non-métal. Non-métal, qu'on appelle aussi halogène. Qu'on appelle les halogènes sont connus. C'est la colonne juste avant les gaz inertes. Et bien sûr, la dernière
colonne, c'est la colonne des gaz rares ou bien des gaz inertes. Bon, vous pouvez trouver dans la littérature anglaise, on utilise le mot noble, noble gases. En littérature française, on utilise souvent gaz inerte ou bien les gaz rares. C'est la même chose, ça, attends, puisque c'est des éléments dont la sous-couche est saturée. Donc ils sont très stables dans les conditions normales. On poursuit, on revient vers l'exercice. Bon, la famille, on a répondu. Et enfin, la dernière question, c'est une question, ça ressemble un peu, on peut faire ici le lien avec Slater, mais on ne va pas utiliser les règles de Slater parce que on va répondre d'une manière qualitative, pas quantitative. Expliquer pourquoi le zinc, qui possède la même configuration externe que le calcium, ne fait pas partie de la même famille. Et en effet, si vous voyez là, voici le calcium et voici le zinc. Vous voyez, ils ont la même couche externe, c'est vrai, mais ils n'appartiennent pas à la même famille. En principe, le zinc se trouve là, mais en réalité, c'est un métal de transition, c'est pas un alcalino-terreux. On va expliquer de manière qualitative. Si on fait la distribution électronique du zinc, le zinc c'est 30, je commence par l'argon, le raccourci c'est 18, d'accord, et je reviens vers la 4S2 et je reviens vers la 3D10, 18, 20, 30. Là c'est le zinc, c'est la sous-couche externe du zinc. Maintenant, pourquoi le zinc n'appartient pas à la même famille que le calcium? Le calcium, c'est ça. Le calcium, c'est juste ça. C'est l'argon, 18, et 4S2. C'est ça le calcium. Ben, ici, le zinc, c'est quoi la différence entre le zinc et le calcium? C'est que la couche externe du zinc contient quoi? La sous-couche D. Voilà la différence. Le calcium, sa couche externe, c'est juste la 4S2. Là, la sous-couche externe, c'est 4S3D. De ce fait, la sous-couche 3D peut participer aux réactions chimiques. C'est ça la différence. Bien que c'est un peu compliqué de parler de ça, parce qu'elle est saturée. Mais on le considère comme un métal de transition. C'est-à-dire, pour être plus exact, on ne peut pas dire que c'est un métal de transition. Mais du moment que la 3D est saturée, c'est-à-dire contient des électrons, elle appartient à la couche externe, donc elle peut faire des interactions, elle peut participer. On peut dire ça, donc la sous-couche 3D peut participer aux réactions chimiques, et ça c'est plus, là c'est plutôt, c'est un métal de transition. Là c'est de la forme N-1D, 1S. Tous les métaux de transition ont la sous-couche celle-ci. Les métaux de transition, ils ont la couche externe de cette forme. Tous les métaux de transition. Et le calcium n'a pas de D. Ici, la 3D, elle est 0. Il ne ressemble pas du tout à ça. Donc, le Zn ne peut pas, c'est-à-dire ne peut pas ressembler au calcium, car la 3D, c'est-à-dire elle fait partie de la composition électronique de l'atome. Voilà. Bon, en principe, on a terminé l'exercice.